Bonjour. Oui, ça va, c'est bien. Nous avons tous pris conscience que nous vivions un bouleversement de la consommation classique. On vit tous en ce moment des problématiques prix. On a tous, et on le voit, une consommation vertueuse qui est en pleine expansion. La démographie, les crises de confiance. Et finalement, le modèle classique que nous connaissions n'est plus le modèle dominant. On est clairement passé dans un changement de paradigme. Et finalement, après avoir été en opposition, le monde du numérique et le monde physique s'associent aujourd'hui pour créer des stratégies de commerce unifiées. Donc, ce qu'on appelle unifié, c'est où l'acquisition, la conversion, la fidélisation vont vraiment devenir omnicanales. Et en partie pour répondre finalement à des besoins de consommateurs qui sont en recherche d'écoute, de praticité, ou en tout cas un besoin de retrouver de la confiance dans leurs achats. Demain, cette association du numérique et du physique, elle évolue et elle continue d'évoluer pour répondre finalement à des nouveaux enjeux de consommation autour de nouvelles façons de posséder, autour de nouvelles expériences et autour d'immersion. Et vous allez voir qu'on parlera un petit peu de métaverse. Je suis Virginie Lorenzato, je suis fondatrice de la société Caramel. Caramel, c'est une société de prospective et de tendance. On a au sein de Caramel plusieurs équipes disciplinaires qui travaillent à analyser un petit peu le monde qui nous entoure, essayer de mieux le comprendre pour vous permettre demain de trouver des bonnes pratiques, trouver des alternatives, ou en tout cas d'essayer de mieux appréhender ce monde qui nous entoure, qui devient un petit peu complexe et aux enjeux multiples. Voilà, donc moi je vais passer la parole à Flavie qui va vous faire cette jolie présentation et on reste juste après pour faire connaissance évidemment. Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Ok, super. Donc aujourd'hui, on s'intéresse au lien entre le numérique et le physique. Est-ce que c'est l'enjeu du commerce de demain? La réponse est oui. Je ne vais pas attendre toute la conférence pour répondre à cette question. La réponse est oui. Et les chiffres qui sont intéressants de regarder, c'est qu'aujourd'hui, plus de la moitié des consommateurs préfèrent aller en magasin. Plus de la moitié des consommateurs aimeraient que les magasins soient un lieu intéressant à visiter. Et 41% des entreprises prévoient d'augmenter leurs investissements en magasin. Donc le lieu physique, c'est pas fini. Le tout, c'est juste de le repenser pour vraiment l'associer avec le numérique pour pouvoir aller plus loin et proposer des meilleures expériences aux consommateurs. On va juste refaire une petite rétrospective rapidement pour bien comprendre de quoi on parle. Donc si on se repenche sur hier, le commerce était surtout une question d'emplacement. On avait surtout l'emplacement, c'était la clé. On avait besoin d'exclusivité produit, de praticité, de service. Ça, c'était hier. On parlait uniquement d'emplacement physique. Ensuite, en 1995, il y a eu le e-commerce qui est apparu. Donc ça, c'est une capture d'écran de la premier écran d'Amazon. Donc Amazon a commencé comme ça en 95. Ça fait déjà très longtemps en fait. Amazon et eBay. Et donc on a eu un chamboulement des pratiques par le numérique qui est apparu. Donc ici, le paradigme a changé et on est arrivé en opposition. On s'est retrouvé avec une confrontation entre le numérique et le physique. On avait d'un côté les pure players avec ce qu'on appelle les Digital Native Vertical Brands, donc les DNVB, qui sont nés sur Internet et qui ont commencé à être à la fois fabricants et revendeurs, enfin revendaient leurs produits. Donc eux, ils avaient un avantage hier, c'est qu'ils avaient une portée mondiale. Ils n'avaient pas besoin, leur emplacement c'était sur Internet. Ils avaient un avantage prix. Et ils avaient aussi la possibilité de proposer une profondeur d'offres assez grande puisque pas de problématique de place. Donc là, on parle d'Amazon, vente privée, Bergamote, Oh My Cream. Et à côté, on avait toutes les enseignes détaillantes, ce qu'on appelle les brick and mortars, donc les magasins en physique qui, eux, avaient cet avantage des relations humaines, d'avoir une disponibilité des produits immédiate, d'avoir la connaissance de leurs clients et de pouvoir faire des événements qui étaient fédérateurs. Donc ça, c'était vraiment hier. Et cette confrontation, elle s'est transformée en une stratégie multicanal. Et c'est vraiment le mot multicanal qui est intéressant de comprendre parce qu'aujourd'hui, on ne parle plus de multicanal. La stratégie multicanal, c'était un canal de vente, par exemple, qui était le e-commerce, où une équipe va gérer l'acquisition du client, la conversion et la fidélisation. Et à côté, dans un autre silo, on a un deuxième canal de vente avec un magasin, par exemple, et une équipe qui va gérer l'acquisition, la conversion et la fidélisation. Et un silo par canal de vente
le tout pour une même entreprise. Donc ça a évolué vraiment vers sa stratégie multicanal, et là, on en est encore parfois un peu là, mais on évolue rapidement vers, aujourd'hui, une stratégie omnicanal. Donc la différence ici, c'est qu'on s'est aperçu que le e-commerce, tous les avantages qu'on avait avant, qui étaient la portée mondiale, la profondeur de l'offre, etc., c'est compliqué, ça devient très compétitif, très concurrentiel, et pour être visible sur Internet, c'est très compliqué. Donc on va le voir après, les attentes des consommateurs changent. Donc on a tout intérêt aujourd'hui à aller vers une stratégie omnicanal et ce qu'on appelle un commerce unifié. Donc vous voyez, mon canal de vente, il est arrivé au milieu ici. C'est plus un silo par canal de vente. On a une entreprise égale une expérience client. On va avoir des équipes qui s'occupent de l'acquisition, que ce soit numérique, physique, peu importe. Ensuite, on va avoir les différents canaux de vente. Et ensuite, on va avoir la fidélisation. Et c'est très important de le comprendre. Par exemple, si je suis un consommateur, je vais voir, je sais pas, une publicité sur les réseaux, je vais voir une promotion. J'ai vu qu'il y avait un magasin pas très loin de chez moi avec ce produit. Je veux aller voir le produit en vrai, je vais voir le produit et je m'attends à pouvoir utiliser la même promotion que j'ai vue sur les réseaux. Donc, je devrais pouvoir payer en magasin, acheter mon produit, utiliser la promotion que j'ai vue sur la pub, repartir avec. S'il n'y a plus de stock, j'ai envie qu'on me dise « Ah, bah très bien, je vous laisse mon adresse, vous allez pouvoir me livrer » et utiliser les services du e-commerce, mais en physique, en magasin. Et si je ne veux plus de ce produit, je m'attends à pouvoir soit le retourner directement de chez moi à un entrepôt, soit aller en magasin et retourner mon produit. Donc c'est vraiment cette expérience-là qui est importante de comprendre, où on a besoin d'avoir des silos sur les canaux de vente qui sont mélangés, enfin qui sautent, et d'avoir vraiment une expérience client et de penser un client à chaque touchpoint avec la marque, ça doit être la même expérience et il doit pouvoir s'y retrouver à chaque fois qu'il est en contact avec la marque, il doit pouvoir avoir les mêmes informations, la même expérience, la même praticité, la même fluidité. Et ça, c'est très important de le comprendre parce que c'est vraiment la base du lien entre le numérique et le physique. N'hésitez pas si vous avez des questions ou remarques. Et donc, cette stratégie omnicanal, on a commencé à en parler, elle répond à des attentes de consommateurs qui sont identifiées. Aujourd'hui, on parle bien d'aujourd'hui, le consommateur, il a besoin d'écoute et de privilèges. Il a besoin de confiance et de transparence, et il a besoin de praticité et de fluidité. On va le voir juste après. Écoute et privilège, aujourd'hui, le consommateur, il s'attend à pouvoir donner son avis sur l'entreprise et sur les produits. Il s'attend à avoir accès à des informations et produits avant tout le monde, quand il est vraiment en contact avec la marque, quand la marque a senti que c'était un fan, un ambassadeur. Il a vraiment besoin de se sentir privilégié. Et il a besoin aussi de vivre une expérience extraordinaire. Et quand je dis extraordinaire, c'est pas, faut pas aller chercher bien loin non plus. C'est juste une expérience qui sort de l'ordinaire. Ici, il y a quelques chiffres qu'on voit. C'est que, par exemple, si on parle de produits, de programmes de fidélité, il y a 60% en 2020 des consommateurs qui veulent juste un accès privilégié aux soldes, un accès privilégié aux nouveaux produits, des choses sur mesure. Et c'est vraiment ça qui augmente. Donc, c'est vraiment tout ce privilège qui est très important de comprendre. La deuxième attente ici, c'est tout ce qui est confiance et transparence. Le consommateur ici, et c'est très important, surtout sur NetExpo, il veut avoir l'authenticité de l'information et la transparence sur les engagements. Il y a vraiment un greenwashing qui est scruté. Et ce qui est important de comprendre, c'est qu'ici, le consommateur va attendre des informations qui viennent d'organismes neutres, d'organismes tiers, qui ne sont pas la marque en elle-même. Donc cette transparence et cette information, et on va le voir après, quels outils on peut avoir pour le faire en numérique et en physique. Et puis, il y a une confiance en l'humain qui compose l'entreprise, une part d'humanité qui est très importante dans les attentes consommateurs. Donc, il y a des chiffres ici. 80% des Français ont besoin de preuves pour croire aux engagements des marques, par exemple. Et ensuite, la troisième attente ici, c'est la praticité et la fluidité, où les consommateurs veulent un parcours d'achat simplifié, ce dont on parlait tout à l'heure, vraiment de cette stratégie où à chaque touchpoint c'est facile, j'ai le même univers en face de moi et je comprends, la marque me comprend et je comprends la marque, et un équilibre entre données privées et personnalisation du parcours d'achat. Ici, il y a des chiffres qui sont très importants, c'est petit, donc je vais vous les lire. Les clients sont plus fidèles aux entreprises, donc pour 61%, les entreprises qui leur permettent d'acheter en ligne et de rapporter en magasin. C'est assez simple.
dans la théorie, mais en fait, ça nécessite une organisation. 64% des clients sont plus fidèles aux entreprises qui leur permettent d'acheter des articles en rupture de stock en magasin et de se faire livrer à domicile. Pareil, en théorie, c'est facile, mais en pratique, il faut quand même s'organiser pour lier les deux. Et 55% des clients sont plus fidèles aux entreprises qui disposent de magasins physiques et de solutions en ligne. Et c'est vraiment dans cette idée d'être fluide, que ce soit pratique et que ce soit le plus simple possible pour le consommateur. Voilà. Et un dernier chiffre, c'est que 78% des consommateurs, donc quasiment 80%, accordent plus d'importance qu'avant au confort d'utilisation du numérique. Donc on a ce confort dans le parcours d'achat, mais on a aussi ce confort sur les solutions en ligne où il faut que ce soit facile à utiliser, pratique à utiliser, qu'on le comprenne vite et qu'on n'ait pas besoin d'un tuto pour utiliser un site ou une application. Donc ça, c'est vraiment les attentes des consommateurs. Et si on reprend, vous vous souvenez tout à l'heure, notre parcours acquisition, conversion et fidélisation, on va voir que pour chaque étape, il y a des outils qui permettent de lier le numérique et le physique et qui vont répondre à ces attentes des consommateurs. Donc par exemple, en acquisition, on peut parler du live shopping, qui est une bonne alternative, pour vous souvenir, pour l'écoute et privilège, parce qu'on va avoir un dialogue en direct avec la marque et le client. L'humain, confiance et transparence, confiance en l'humain, parce que derrière le live shopping, c'est vraiment quelqu'un, en tout cas quand c'est fait de manière sincère, c'est la marque qui présente ses produits et qui va discuter directement avec ses consommateurs. Et c'est pratique puisqu'on a juste un live shopping et on peut commander en direct de son application. C'est quelque chose qui est en train de monter. 28% des Français souhaiteraient acheter via le live shopping, dont 88% des 18-34 ans. Il y a beaucoup de solutions qui sont créées, notamment Toa Live, qui est une solution de live shopping uniquement pour les créateurs éco-responsables. Après, il y a aussi tout ce qui est push de géolocalisation où on va avoir sur son téléphone les bonnes pubs au bon moment quand on passe devant les magasins. Et puis, on va avoir aussi dans l'acquisition cette animation de la communauté online où là, on va vraiment... ce n'est plus juste un silo, on a le community manager et on a tout le reste. Le community manager va venir travailler avec les équipes marketing pour aussi faire remonter du terrain toutes les informations. Alors ici, je vous partage juste le cas Quechua. Quechua qui a lancé un compte sur TikTok il n'y a pas si longtemps que ça. Et Quechua a changé de logo. Ils ont enlevé les petites montagnes qu'il y avait dans leur logo. Vous voyez, il y avait le mot Quechua et des petites montagnes. Ils ont enlevé les montagnes pour juste écrire Quechua. Et sur TikTok, il y a eu une déferlante de commentaires sur toutes les vidéos que Quechua postait avec « remettez l'ancien logo, on n'aime pas le nouveau logo, etc. » Et donc, le community manager l'a vraiment pris en compte, il s'est pris au jeu. Et par exemple, dans cette vidéo, dans sa to-do list, il dit bringing back the logo, donc ramener le logo. Donc lui, il s'est fait vraiment ambassadeur de les consommateurs veulent l'ancien logo. Donc moi, je vais aller travailler avec le marketing et la communication pour voir ce qu'on peut faire et est-ce qu'on prend en compte ça, qu'est-ce qu'on fait, etc. Donc c'est vraiment... C'est pareil, c'est simple, mais en théorie, mais en pratique, il faut vraiment que toute l'entreprise fonctionne ensemble, toute l'organisation, pour que toutes les informations puissent passer d'un service à l'autre sans friction et qu'on puisse vraiment être fluide sur tout ça. Ensuite, donc, vous vous souvenez, là, on était sur l'acquisition. Là, on arrive sur la conversion, donc comment je convertis les clients à qui je parle, enfin les personnes à qui je parle en clients. Et dans les outils du numérique, on a tout ce click and collect et les retours en magasin. Donc le click and collect, ça se fait de plus en plus. On va commander en ligne pour venir le récupérer en magasin. Mais il y a aussi les retours en magasin, et on en parlait tout à l'heure, et c'est quelque chose de très important et à mettre en place parce qu'il faut que ça marche dans les deux sens. Donc je ne suis pas content de mon produit, je veux bien aller en magasin pour le retourner, et il faut que ce soit très simple. La deuxième chose, c'est la traçabilité. Donc il y a une conférence, je pense, juste après sur le sujet. Comment on peut utiliser la blockchain pour la traçabilité. Donc ici, il y a pas mal d'initiatives. On a voulu mettre celle-ci en avant qui s'appelle Connecting Food et qui va vraiment aller tracer toutes les étapes de fabrication alimentaire, dans l'alimentaire. Qui vont vraiment voir tous les utilisateurs, enfin toutes les entités qui ont participé à ce produit, chaque partie prenante, voilà. Et puis les solutions qui ont été développées. Une autre initiative aussi que je voulais mettre en avant,
c'est ce qu'on appelle le Content Generated by User. Alors on appelle ça le CGU, ce n'est pas les conditions générales d'utilisation, c'est le Content Generated by User. Ça c'est très important et c'est une application assez simple du lien entre le numérique et le physique. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que les consommateurs préfèrent, donc là on parle de 50% des consommateurs font plus confiance aux photos partagées par d'autres clients qu'aux photos marketées de la marque. Donc ils vont être plus réceptifs à toutes les photos qui sont partagées par les gens qui ont testé les produits qu'une belle photo prise par la marque, qui est indispensable bien sûr pour l'ambiance, mais toutes ces photos-là, c'est ça qui aide sur un site e-commerce à convertir la personne. C'est ce témoignage d'authenticité qui va aider à convertir. Et ça, comment on le retrouve en magasin? C'est la question aussi qu'il faut se poser. Et dans la même idée, il y a tous les avis clients. Vous savez, sur un site e-commerce, on va souvent voir les avis clients, mais en magasin, on est obligé d'aller sur notre téléphone pour voir les avis clients. Il y a des solutions qui sont développées. Donc ici, vous voyez, c'est une étagère dans un magasin. Et sur le petit support avec le prix, on a des avis et on a la note qui correspond à ce produit sur le site internet. On a les questions-réponses et on a le QR code qui directement nous emmène sur la page produit. Donc en magasin, on va retrouver l'expérience du e-commerce qui permet de convertir. On va très simplement offrir cet outil au consommateur pour aller voir qu'est-ce que les autres en pensent. Qu'est-ce que les autres en pensent? Est-ce que ça me séduit? Est-ce que je suis convaincue? Et ça va être des outils simples mais efficaces pour justement utiliser tout ce contenu qui est fait par les consommateurs sur Internet. Et après, il y a ce qu'on appelle aussi dans un autre sujet le Buy Now, Pay Later, qui est beaucoup, de plus en plus fait sur les sites e-commerce, où on propose de payer en 3 fois, 4 fois, de payer le mois prochain. Et ça, c'est très répandu sur les sites e-commerce. Maintenant, c'est intéressant de l'appliquer en magasin aussi, parce que c'est des solutions qui facilitent le parcours d'achat et qui le rendent beaucoup plus fluide pour le consommateur. Donc, c'est vraiment allier les deux, le numérique et le physique. Et pour la fidélisation, on a voulu mettre en avant le programme de The North Face qui vraiment propose un nouveau parcours de fidélité et qui propose de participer aussi au développement de la marque. Donc ils ont un programme de fidélité qui est en ligne et qui vous permet d'aller à des événements, de donner votre avis sur des nouveaux produits. Il y a tout un tas d'expériences qui sont autour. Et ce que je trouve intéressant aussi, c'est que quand vous allez à un événement North Face et que vous avez cette carte de fidélité, vous scannez et ça vous donne des points. Non pas parce que vous avez acheté des produits, mais parce que vous participez à leur événement. Donc en fait, ils sont vraiment en train d'encourager cette pratique de se connecter avec la marque et d'interagir avec la marque. Donc plus j'interagis avec la marque, plus je suis récompensée pour ça, parce que plus je deviens en fait ambassadeur et conquis, convaincu du bien fondé de cette marque pour moi. Donc ça, c'est vraiment l'histoire de ces programmes de fidélité. Il est très intéressant et comment on peut combiner numérique et physique pour offrir aux consommateurs un programme de fidélité qui va vraiment répondre à ses attentes et qui va lui permettre de vivre des expériences un peu différentes de juste j'ai une carte de fidélité, dès que j'achète j'ai des points et à un bout d'un certain point j'ai des réductions. Là, ça va vraiment plus loin. Donc si on reprend notre parcours de tout à l'heure, on a l'acquisition avec le live shopping, les push géolocalisation, l'animation de la communauté online qui doit être vraiment transverse sur tous les services de l'entreprise. On a la conversion avec le plus important, je dirais le retour en magasin, parce que le click and collect c'est quelque chose d'acquis et souvent on a déjà des solutions. La traçabilité, le content generated by user, donc toutes ces photos et ces commentaires partagés, et tout ce qui est solution de financement. Et dans la fidélisation, on a tout ce qui est nouveau parcours de fidélité et comment j'augmente l'expérience du consommateur via cette fidélisation. Ça, c'était aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup de choses à mettre en place. Et demain, parce que la question de la conférence, c'est quand même demain. Voilà, aujourd'hui, il y a déjà plein de choses à faire, il y a déjà plein de solutions à trouver. Ouais, déjà aujourd'hui, voilà. Et donc demain, nous, on s'est surtout intéressé à comment les attentes des consommateurs évoluent et vers quoi on va demain si on veut penser un peu plus loin, penser prospective. Donc là, on s'éloigne vraiment de ce qu'on connaît, de ce qu'on voit aujourd'hui. Et on voit que les attentes évoluent et il y a deux concepts qui sont très importants qui se renouvellent.
Demain, il y a le concept de la propriété et le concept de la créativité qui sont renouvelés par les nouveaux usages du numérique. Les attentes des consommateurs, c'est la propriété, le fait de posséder un produit, d'acheter un nouveau produit. Elle est dissociée, donc cette propriété, elle est dissociée de l'image traditionnelle puisqu'il y a des attentes sur acheter moins de nouveaux produits. Donc, on voit, Ipsos a fait une enquête en 2022 avec des phrases. La phrase « Demain, j'aimerais vivre dans une société où la consommation prend moins de place », on a 83% des consommateurs qui sont tout à fait à plutôt d'accord. Et pour 93% des Français, notre modèle économique est à revoir en partie ou complètement. C'est quand même des signaux assez forts de dire cette consommation, comme on a l'habitude de l'avoir, elle doit être réinventée et on doit pouvoir proposer d'autres expériences. Et ce qui est très important aussi, cette même enquête qui dit « En 2022, je prévois de changer mon comportement en faveur de l'environnement ». Ce qui arrive en deuxième item, c'est acheter moins de nouveaux produits. Donc le premier, c'est la suppression d'emballage, mais ce n'est pas le sujet de cette conférence, mais c'est très important. Et le deuxième, c'est acheter moins de nouveaux produits. Donc là, on laisse la place à plein de choses, à la seconde main, on laisse la place à la réparation, on laisse la place à beaucoup de choses, à l'expérience, aux services, qui vont être différents et qui vont devoir renouveler cette quête de la possession, en fait, c'est une quête de posséder autrement. Et la deuxième attente ici qui change, c'est la créativité. Le numérique ici, il a l'avantage de nous donner des outils qui sont complètement libres, qui nous permettent de réaliser de la 3D et d'avoir des ambiances qui sont complètement sorties de ce qu'on a l'habitude de voir et qui sont complètement irréelles et réelles à la fois. Parfois, on ne sait même plus si c'est de la 3D ou si c'est la vraie vie, entre guillemets. Qu'est-ce que la vraie vie ? C'est un autre sujet. Donc cette créativité, elle explose, comme je dis, grâce aux outils du numérique et aux baisses des contraintes de production. Ici, on a par exemple Andrés Reisinger, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est un designer qui a créé ces fauteuils faits de pétales de rose en 3D et il les a mis dans des ambiances, donc c'est que de la 3D, il l'a mis dans des super ambiances, etc. Et il les a postés sur les réseaux, sur Internet, et ça a fait un buzz et on lui a demandé de produire ces fauteuils, en vrai. Donc là, c'est inversé. C'est-à-dire qu'avant, on avait un système d'offres qui propose à la demande, et là, c'est l'inverse, c'est à la demande qui demande à l'offre. Et cette histoire, ça nous montre que cette personne ne trouvait pas de personne pour lui produire son fauteuil, mais comme il y avait de la demande, il a pu développer des nouveaux modes de production pour réussir à produire ça dans la vraie vie et réussir à faire cette prouesse technique qui a augmenté un peu les savoir-faire, la créativité, qui a augmenté toute cette possibilité de production. Donc c'est intéressant de le voir dans un autre prisme où on a cette créativité qui fait bouger les lignes sur l'offre et sur la production. Et elle fait bouger les lignes aussi sur les attentes des consommateurs, puisque toute cette créativité, on la voit au quotidien sur les réseaux, sur les différents sites, on la voit aussi via les filtres, qui augmente justement la réalité, qui passe un filtre sur la réalité. Donc nous, au quotidien, on va voir des choses de plus en plus créatives, de plus en plus immersives, et ça va avoir une incidence sur nos attentes des visuels, bêtement des visuels en fait des marques, visuellement ce qu'on voit au quotidien. On a des attentes qui sont changeantes parce que cette créativité, elle se développe. Donc on est en quête d'expériences immersives sensorielles, on est en quête de visuels qui font waouh, on est en quête de visuels où on ne sait plus si c'est la vraie vie ou pas. Et pas que sur Internet, effectivement. On a envie en magasin, et c'est les chiffres qu'on voyait avant, d'expériences plus intéressantes. On a envie d'avoir des expériences immersives, même en physique. Voilà, les salons, par exemple, les magasins, tous les touchpoints avec la marque, on a envie de plus de créativité. Et en parallèle, on a l'avènement du Web 3. Donc, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Pour résumer, on avait le Web 1 qui était informatif. Il y a un site qui vous donne une information. Le Web 2, c'est ce qu'on a en ce moment, c'est interactif. Par exemple, Airbnb, je peux participer sur le site. C'est interactif, c'est-à-dire que c'est pas participer, c'est interactif. Je peux publier ma maison pour la louer et quelqu'un peut louer ma maison. Donc ça, c'est vraiment le Web 2, c'est dans l'interaction. C'est des plateformes mises à disposition pour que les gens interagissent.
Et le Web 3, c'est ce qui est en train de naître en ce moment. Le Web 3, c'est participatif. C'est-à-dire que chaque personne qui utilise une application, une plateforme, un site est propriétaire d'un morceau de cette application, ce site, etc. par les technologies de la blockchain, qui est un stockage et transmission d'informations. C'est une façon de prouver que vous êtes bien propriétaire de quelque chose, qui est complètement décentralisé. Donc ce Web3, je vous en parle rapidement parce qu'il va changer les usages aussi du numérique, à condition que cette technologie soit adoptée et pas fréquence, mais à quelle durée, quoi. Et dans ce Web3, on va avoir toutes ces applications. La crypto-monnaie, les wallets. Le wallet, c'est tout ce qu'on possède dans le Web3. Donc toute la crypto-monnaie, on va posséder des NFT. Vous avez peut-être entendu parler, qui sont ces œuvres d'art ou ces fichiers dématérialisés que l'on possède. Donc c'est la propriété qui est encore vécue différemment. Le métaverse, la réalité virtuelle, tout ce qui est tout ce qui est applications décentralisées, finances décentralisées, tout ça c'est le Web3. C'est vraiment basé sur cette technologie de la blockchain. C'est en essence. Donc on va voir comment ça répond surtout aux attentes qu'on a vues tout à l'heure de cette propriété et de cette créativité. Si on reprend notre schéma, on a l'acquisition et la fidélisation que j'ai mis ensemble parce que les attentes, c'est d'offrir un écosystème plus riche que de simples produits et services. Donc on va voir après comment on peut faire. Et la conversion qui est associée à la propriété avec des champs d'action. C'est-à-dire que si j'achète ce produit, alors ça permet de participer à cette cause ou de faire bouger les lignes sur tel sujet ou de pouvoir financer cette entreprise que j'aime, etc. Donc c'est vraiment associer la propriété à un pouvoir que le consommateur a. C'est plus du tout juste acheter un produit, avoir le produit. On est là-dessus. Sur l'acquisition, la fidélisation, on a participé à des causes, on a les événements interactifs, les biens virtuels puis réels. Donc tous ces biens virtuels puis réels, c'est ce dont je parlais tout à l'heure avec le fauteuil de Andrés Ressinger, qu'on a passé du virtuel au réel. Participer à des causes, donc on a Carrefour qui a lancé un NFT qui s'appelle NFB, comme les abeilles. Et donc si vous achetez ces NFT, vous allez participer à une cause pour sauver les abeilles. Bon, c'est un raccourci, mais voilà. On a donc Yves Rocher qui s'est mis sur le jeu Minecraft et qui va proposer des expériences de sensibilisation sur les plantes, sur l'écosystème végétal et sur tout ce qu'ils font au quotidien. Et on a ici un projet qui s'appelle Zuzukwa, qui est un designer sud-africain et qui crée des emojis pour expliquer la culture africaine de tous les pays d'Afrique et qui va être vendre en NFT et qui va rendre disponible aussi. Et il les vend, oui. Donc tout ça, c'est juste pour vous montrer des exemples d'écosystèmes d'expériences qui sont sortis de ce qu'on connaît actuellement et qui utilisent les technologies du Web3 pour offrir quelque chose de plus riche que uniquement un produit ou un service à des consommateurs. Il y a aussi, j'ai oublié d'en parler tout à l'heure, mais il y a alors ça m'est sorti de la tête, il y a une marque, je vous retrouverai l'exemple, mais il y a une marque qui a mis sur ses vêtements l'étiquette un QR code, un QR code, et quand on scanne ce QR code, ça va directement faire la fiche produit de son vêtement sur les différentes plateformes de seconde main. Donc je vous en parle ici, mais j'aurais dû vous en parler tout à l'heure, mais je ne l'avais pas mis dans la conf, c'est un exemple que j'ai vu hier. Et donc ça, c'est aussi un exemple c'est un écosystème plus riche, c'est-à-dire que j'achète ce vêtement et on me propose une solution pour le revendre très facilement. Et donc c'est aussi, juste penser le produit dans son ensemble. Revenons à cette acquisition-fidélisation. Ici, donc, on a effectivement ce fauteuil. Et puis, on a aussi des événements en ligne. Complexland, c'est un festival qui a lieu en ligne où vous pouvez venir avec votre avatar, retrouver vos proches, discuter avec eux sur l'événement. Et vous allez participer à des conférences, vous allez pouvoir faire du shopping, vous allez pouvoir faire plein de choses. Et ici, ce qui est intéressant aussi, c'est bien virtuel. C'est The Fabricant, c'est une marque de vêtements qui va proposer uniquement des vêtements en 3D, en virtuel, pour habiller vos avatars.
Donc c'est aussi, ici, ça fait écho à la créativité, puisqu'on va avoir des vêtements complètement sortis de ce qu'on voit au quotidien et de ce qu'on peut faire en fabrication. Et puis, dans notre schéma, donc on avait l'acquisition, la fidélisation, on a la conversion. Et là, c'est intéressant aussi parce que, comme je vous disais, on associe la propriété avec des champs d'action. On peut penser ce Web3 et le numérique comme un crowdfunding 2.0. C'est-à-dire qu'on va acheter, une marque, par exemple, va émettre des NFT. Donc, quelque chose qui est non cessible, c'est un fichier numérique que je vais acheter et qui n'est qu'à moi et qui va me permettre de pouvoir participer à la création de la marque. Cette NFT va me permettre d'être privilégiée dans ma relation avec la marque et va me permettre de prendre des décisions pour la marque, de créer des nouveaux produits, comme par exemple The Leisure Project qui a sorti des NFT qui donnent accès à une certaine plateforme pour pouvoir donner son avis sur les nouveaux produits, sur le test, sur plein de choses. Et ça va permettre de financer des marques. Il y a des artistes qui font ça aussi, qui émettent des NFT pour pouvoir financer leurs concerts. Et ça devient un enjeu aussi spéculatif puisque si l'artiste fonctionne ou si cette marque fonctionne, le consommateur va pouvoir revendre son NFT et si la marque a pris de la valeur, il va pouvoir se faire un peu d'argent. Bon. Et puis après, il y a des moyens de paiement pour la planète aussi en conversion où par exemple ici on a The Faircoin qui est comme le Bitcoin mais c'est un Faircoin et il est pensé pour l'économie, une économie plus juste et plus éco-responsable. Bon, c'est encore, toute cette technologie, elle est encore en émergence, donc il y a beaucoup de projets qui sont faits, c'est pas encore très structuré, mais pour nous, c'est vraiment très important de le connaître dès maintenant parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Et ça va plus loin que ce qu'on a vu de la stratégie multicanale, de la stratégie omnicanale, pour justement relier le numérique et le physique. Donc si on doit conclure ici, l'utilisation du numérique a des incidences de plus en plus grandes sur le monde physique. Et nous, on se pose la question surtout de comment participer à cette technologie en développant de nouveaux standards en numérique qui soient compatibles avec des enjeux sociétaux et écologiques. Parce que, par exemple, les réseaux sociaux, on a laissé un peu le train filer et il y a des standards qui se sont créés qui ne sont pas forcément très éthiques ou éco-responsables. Donc demain, ce Web3, comment on peut participer pour créer des standards qui soient éco-responsables, qui soient éthiques, qui soient intéressants? Comment on peut prendre le train dès maintenant pour participer à cette émergence et offrir des solutions qui sont intéressantes? Par exemple, il y a Proof of Less qui a créé un jeu où c'est des défis qui incitent par exemple à tweeter moins, vraiment qui incitent à de la sobriété, mais dans un engagement qui est assez fun et ludique. Et qui est basé sur la blockchain avec un achat de NFT où on remporte la mise si on gagne son défi. Enfin, c'est vraiment, ça associe, je vous invite à aller voir, ça s'appelle Proof of Less, et ça associe vraiment très bien cette sobriété, cette demande pour changer un peu les pratiques avec le nouveau usage du numérique. Donc nous, la question qu'on pose, en fait, on arrive avec une question, on repart avec une question, c'est comment on utilise cette nouvelle technologie pour développer des nouveaux standards qui nous conviennent en termes d'éco-responsabilité et d'éthique. Voilà, j'ai parlé très vite, je pense. Mais on est à disposition pour toutes vos questions ou échanger sur ces sujets. Oui, l'idée, c'était pas de vous faire peur ce matin avec une fin sur le métaverse, mais c'était, comme le dit Flavie, plutôt vous donner quelques clés quand même sur ce qui va se passer demain et de savoir ce qu'on disait tout à l'heure, que ce qu'on connaît aujourd'hui, il faut déjà plutôt bien le faire avec les moyens que vous avez et avec les marques que vous avez, mais en pensant bien que demain, c'est plutôt ça qui va arriver et qu'effectivement, l'idée, c'est de prendre le train en marche et pas de laisser filer comme on l'a fait, en effet, pour les réseaux sociaux en France et de se dire après, on pédale pour essayer de récupérer à minima. Donc là, il y a de bonnes initiatives en plus qui commencent à naître sur ces enjeux écologiques parce que tout ça, ça va demander effectivement beaucoup d'énergie quand même. Donc là aussi, il y a des initiatives qui sont en train d'arriver pour essayer de faire travailler tous ces serveurs qui consomment beaucoup d'énergie et avec des choses beaucoup plus vertes. Mais le train est déjà parti en fait. Donc c'est à quel moment est-ce qu'on monte dedans et comment on monte dedans. Merci.